Donc, Bachir, si vous nous entendez, on va vous donner la parole. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, M. Abdraman Bari. Nous saluons tous les auditeurs qui nous écoutent à travers le monde et nous les encourageons et nous les remercions pour leur fidélité. Et nous saluons aussi le panel de Fréquence Gandal ainsi que le panel de la commission centrale de Portal Bantal Fouta Djalon. Comme l'a indiqué M. Abdraman Bari, aujourd'hui, suite à la demande de nombreuses personnes, on va faire la version française de l'hommage rendu à notre illustre Bari Diawado, qui n'est plus à présenter, mais dont on peut être sûr que l'histoire a été totalement trafiquée par les agents du PDG, comme ils l'ont fait avec toutes les personnalités qui ont combattu contre le colonialisme et que Sékou Touré a pu liquider. Et sans tarder, nous allons présenter Diawado sur certains points de la vie de Bari Diawado. Avant tout, c'était le fils aîné de l'Almami Agibou qui résidait à Daboula, dans la branche Soria de la dynastie régnante du Fouta Djalon. Diawado naquit en 1916 à Daboula. Il sera fusillé en 1969. Alors, dans sa vie, on va tracer sa vie, on va parler de ses études, de sa carrière politique, de sa carrière de parlementaire et comment il rallia la cause nationale dans le gouvernement d'union nationale que Sékou Touré avait proposé et comment Sékou Touré disposa de lui et commettra beaucoup de crimes contre sa propre famille. Donc, Diawado, après avoir fréquenté l'école primaire à Daboula, il entra, comme c'était la coutume à l'époque, à l'école William Ponty, qui était l'institution d'enseignement supérieur. Il a sorti avec un diplôme d'administrateur. Et il fut nommé comme chef de bureau des services financiers et comptables de l'Afrique occidentale française, comme on l'appelait à l'époque. Et il s'engagera en 1939 à la Deuxième Guerre mondiale. Et il reviendra de cette guerre avec le grade de sergent-chef. Ensuite, il sera muté à Abidjan pour travailler comme comptable à la subdivision d'électricité d'Abidjan et aux travaux publics et puis il reviendra à Conakry, toujours comme comptable pour travailler aux travaux publics de Conakry. Mais très tôt, Diawado était attiré par une action politique et sociale. Et il sera membre fondateur de l'association de l'amicale Gilbert Vieillard. Pour rappeler à ceux qui sont plus jeunes, l'amicale Gilbert Vieillard était une association des Peuls, de tout ce qui le Fouta Djalon avait comme notable, et qui avait pris le nom de Gilbert Vieillard en reconnaissance au chercheur français qui s'appelait Gilbert Vieillard, qui avait fait et qui a produit beaucoup d'œuvres sur les coutumes et la civilisation du Fouta Djalon. Pour le rendre hommage, l'association avait pris le nom de Gilbert Vieillard. Il faut rappeler qu'à l'époque, et c'était encore le régime de l'indigénat et que les partis politiques n'étaient pas autorisés pour les Africains. Cela viendra quelques années plus tard. Et dès que la libéralisation politique interviendra, Diallo Yassine va fonder un autre parti qui s'appelle l'Union du Fouta Djalon et qui sera un parti rival à celui de Diallo Yassine. Ensuite, il militera comme membre du Parti progressiste africain de Guinée. Et sous la poussée de beaucoup d'amis, il entrera dans le RDA mais découvrira rapidement qu'il n'avait pas la même vocation que le RDA et il démissionnera du RDA pour fonder avec Kita Koumanian le bloc africain de Guinée, communément appelé BAG. Et de là commence une carrière politique extraordinaire. En 1946, Diawado est élu, il restera élu plusieurs fois à l'Assemblée nationale et cela commence en 1946. Il est élu conseiller général de Guinée. En novembre, aux élections, il y a des élections législatives, il se présente contre Diallo Yassine et Diallo Yassine l'emporte. Et en 1951, 4 années plus tard, Diawado perd encore contre Diallo Yassine aux élections législatives à l'Assemblée française. Il sera en deuxième position. Et en 1953, Diawado devient conseiller de l'Union française. Le 27 juin 1954, une élection partielle est organisée pour remplacer
Diallo Yassine qui venait de décéder. Yawadou l'emporte contre Sékou Touré qui vient en deuxième position et Baritoura vient en troisième position. C'est à cette époque que date exactement l'animosité de Sékou Touré contre Yawadou. Sékou Touré, selon ceux qui le connaissent, jurera qu'il ne perdra jamais plus une élection. Et c'est à ce moment que date son accoquinement avec son ami et son amant Cornelius Gentilly, qui le soutiendra dans ses œuvres macabres sur lesquelles on s'est beaucoup étendu et qu'il n'est pas inutile de rappeler que c'est Cornelius Gentilly qui a soutenu Sékou Touré dans ses milices, qui a financé ses milices avec l'aide partielle d'Houphouët-Boigny parce qu'ils étaient tous des RDA. Sékou Touré régnera, l'emportera, se positionnera politiquement par la violence, avec la mort de plus de 1500 Guinéens, des saccages et plus de 10 000 blessés. C'est particulièrement après la concurrence, la compétition qu'il perdit contre Yawadou, que son aigreur grandira et en fera une arme pour se positionner politiquement par la violence et malheureusement il l'emportera. Pour revenir à Yawadou, en tant que parlementaire, l'œuvre de Yawadou est immense. Il est membre de la commission des territoires d'outre-mer et celle des pensions et il participe à l'organisation, il fait focus sur l'organisation des municipales dans les territoires d'outre-mer et à celle du budget du ministère chargé des territoires. Il soutient des revendications des administrateurs de la France d'outre-mer concernant des indemnités de séjour afin qu'ils bénéficient des mêmes avantages que les fonctionnaires coloniaux. Il réclame le dégagement des crédits du FIDES, le Fonds d'investissement et de développement économique et social, pour la construction d'un cours normal à Massanta, en Guinée forestière, où c'est la seule région qui était encore dépourvue d'un établissement d'enseignement et d'éducation normale. Et, fort de son expérience de parlementaire, Yawadou se présente de nouveau au suffrage guinéen en tête d'une liste de bloc africain de Guinée, apparenté au Parti radical. Il insiste énormément sur les réalisations qui ont été faites par le FIDES, pour lesquelles il a beaucoup travaillé au niveau de l'Assemblée nationale. Et ensuite, il se lance dans une campagne tout azimut. Il vote une loi électorale pour la mise sur pied de structures définissant le rapport entre la métropole et l'outre-mer. On voyait déjà émerger l'homme qui allait professer l'indépendance en première position en Guinée. Et pendant ce temps, il était permanemment en compétition avec Sékou Touré. Sékou Touré remporte certains combats au niveau de l'Assemblée, Sékou Touré les remporte, d'autres c'est Yawadou qui les remporte. Et pendant la dernière législature de la 4e République, il fait partie de la commission des territoires d'outre-mer et il dépose des propositions de résolution, l'une concernant les pensions payées aux militaires, l'autre relative à la formation des assemblées de groupes de l'Assemblée d'AOF, du Togo, d'AOF et du Cameroun. Il voulait que les députés, des ressortissants des colonies constituent leur propre groupe parlementaire pour pouvoir défendre leurs intérêts. Ensuite, dans le cadre de la loi cadre sur les territoires, dans le cadre de la loi cadre organisée pour donner une semi-autonomie aux colonies, comme les Français commençaient à lâcher de l'Est, comprenant qu'il fallait un jour qu'ils libèrent les territoires africains, Yawadou insiste beaucoup sur l'africanisation de la fonction publique. Il demande que les Africains soient associés déjà à la gestion de leurs affaires. Il ne faut pas que les Français soient seulement associés, que les Français restent au pouvoir, parce qu'ils savaient pertinemment que la colonisation arrivait à son fin. Et ensuite, il se bat énormément, poursuivant l'œuvre de Diallo Yassine qu'on a relatée et sur laquelle on va revenir peut-être durant les débats, il se bat énormément pour la revalorisation des produits locaux, pour leur indemnisation et pour arrêter l'invasion des produits importés qui allaient saboter les productions locales. Ensuite, il se penche énormément sur les questions relatives aux indemnités et au paiement des produits tropicaux. Il dénonce les promesses d'investissement européens en Afrique et ensuite, s'il ne prend pas part, en 1958, il ne prend pas part au vote de confiance sur le général de Gaulle, il accorde des pleins pouvoirs et se prononce sur la révision constitutionnelle. Voilà en résumé, en gros,
l'œuvre parlementaire extrêmement féconde et immense de Barry Jawadu. Ensuite, après l'indépendance, et bien avant l'indépendance, Jawadu fut le premier, comme on l'a rappelé et on le rappellera toujours, pour nos auditeurs et pour les Guinéens, le premier dirigeant à appeler à voter pour l'indépendance. Et il joindra à sa parole des actes très clairs. Il renoncera à sa pension d'ancien combattant, comme l'a rappelé M. Abdraman Barry. Il renoncera à sa pension de député à l'Assemblée. Il renoncera à la nationalité française et il demandera qu'on accorde l'indépendance à la Guinée le plus tôt possible. Donc, voilà l'homme qui s'est positionné, mais derrière, il était toujours talonné par Sékou Touré qui voyait en lui l'obstacle majeur à son ascension et à son accession à un pouvoir absolu qui a été toujours son rêve. Et donc, on insiste beaucoup sur le fait que Jawadu et Barry Touré ne sont pas entendus, mais en fait, c'est des fabrications de la propagande du RDA. Ce qui a été le plus, le venin qui a été le plus porté contre Barry Jawadu, ça a été le venin de la lutte sanglante que le PDG RDA contre les bastions de Barry Jawadu et contre sa propre personne. Au point que, quand à cette époque très tendue, Barry Jawadu se promenait avec une mitrailleuse en bandoulière des fois pour pouvoir se protéger parce qu'il se sentait tout le temps menacé. Et au-delà de ça, on oublie toute cette page de violence exercée contre ces dirigeants politiques pour insister sur le fait qu'ils n'ont pas été unis, ce qui est absolument faux. Parce que comme on l'a raconté plusieurs fois et sur lesquels il est utile de rappeler, qu'il est utile de rappeler encore, leur dissension n'a pas duré plus de 18 mois. Ensuite, dès 1956, ils allaient fonder leurs deux partis. La délégation socialiste de Guinée et le BAG allaient fonder un seul parti qui est le PRA. Et le PRA lui-même était une section guinéenne du PRA africain qui soutenait le mouvement de l'indépendance, contrairement au RDA qui n'a jamais donné un mot d'ordre d'indépendance, sauf en Guinée, et cela en août 1958, quelques semaines avant le référendum. Ça, il faut bien qu'on se mette ça dans la tête, parce que c'est extrêmement important pour expliquer la suite. Et comme Jawadu avait toujours milité pour l'indépendance, même si Sékou Touré, usant de la violence, avait obtenu une majorité absolue à l'Assemblée territoriale, eux, dans la bonne intention de construire un État, parce qu'ils avaient appelé à voter l'indépendance pour construire un État viable, ils se sont innocemment fondus dans le parti majoritaire de Sékou Touré, croyant pouvoir renforcer l'unité nationale et éviter toute forme d'interventionnisme extérieur qui empêcherait la Guinée de se développer, mais ça, comme l'histoire l'a prouvé, c'était une pure illusion de leur part, parce que Sékou Touré les attendait au tournant. Donc après l'indépendance, Jawadu devient ministre de l'Éducation nationale. Et son œuvre en tant que ministre de l'Éducation nationale a été totalement reconnue. De 1959 à 1964, il fut celui qui octroya le plus de bourses, qui travailla avec un autre de ses amis, Karim Bangoura, pour obtenir le plus de bourses aux étudiants guinéens dans beaucoup de pays. Vu que la France devenait un peu parcimonieuse pour les bourses des Guinéens, ils obtinrent des bourses dans les pays de l'Est et en Amérique, et cela, il y a beaucoup de témoignages qui peuvent être apportés pour corroborer ça. Et graduellement, à partir de 1964, Sékou Touré commence à réduire l'influence de Jawadu dont il avait extrêmement peur. Il le nomme ambassadeur au Caire. Et il le laisse au Caire, après il le ramène, il l'enlève totalement du gouvernement, il le met comme directeur de l'imprimerie Patrice Lumumba qui venait d'être créé. Ensuite, et il attend au tournant, et il répand toutes sortes de rumeurs, comme quoi que Jawadu a fait importer des Corans pour maudire le RDA, ou qu'il a refusé de joindre son poste. Déjà, il commençait à resserrer le nœud sanglant autour du cou de Barry Jawadu. Et l'occasion lui sera ouverte par le complot qui sera créé avec lui, Sékou Touré, et Émile Cissé et Ismaël Touré en 1969, qu'on a appelé le complot des militaires ou le complot Kaman-Fodéba, sur lequel il va inclure Jawadu très rapidement. Il le fera arrêter et puis il le fera fusiller sans aucun jugement le 27 mai
1969. Il est important de se rappeler du complot, comment le complot fut déchaîné. Ça, on a abondé largement là-dessus lors de l'émission en Poulard. On est revenu un peu là-dessus lors de l'émission sur Émile Cissé. Il faudra que les gens lisent tout ça pour comprendre comment ces complots ont été organisés pour justement éliminer toute l'élite guinéenne dont Diawadou était l'un des fleurons. Et dans sa mort, Kaba 41, qui est un militaire qui a été emprisonné au Camboiro, qui en a réchappé et qui a écrit un livre qu'il faut à tout prix lire, dans la Guinée de Sékou Touré, cela a bien eu lieu, c'est là le titre du livre. Kaba 41, qui était au courant de ce qui s'est passé à l'intérieur du camp, a expliqué comment Diawadou et Fodeba ont été tués le même jour, le 27 mai 1969. On les amena au Mont Gangan et on amena des militaires, des camions, et des gens avaient des mitrailleuses, des baïonnettes, et ils aboyaient sur les prisonniers qu'ils allaient exécuter en leur disant de creuser leur propre tombe. On mit Diawadou et Bari 3 et Keita Fodeba côte à côte pour qu'ils creusent leur tombe. Quand ils creusèrent avec peine, parce que ce n'étaient pas des gens qui étaient vraiment aptes à faire des travaux manuels intenses, on les obligea à ouvrir les deux fossés de leur tombe pour que les tombes se rejoignent. Ensuite, on donna l'ordre de mettre une rafale. La rafale s'abattit sur eux et Fodeba tomba le premier. Diawadou tomba sur la poitrine de Fodeba et l'exécuteur des œuvres qui était Mamadi Keita demanda qu'on amène des camions pour mettre de la terre sur les fosses communes. C'est ainsi que finit, croit-on, Bari Diawadou et Keita Fodeba. Il faut rappeler que avant qu'on les fusille, Fodeba était en train de pleurer et Diallo Yassine, et Bari Diawadou était en train de réciter la sourate Yassine. C'est encore une preuve supplémentaire du caractère pieux de l'homme, qui était en plus le fils aîné d'un des Almami du Fouta Djalon, Almami Agibo. Donc, voilà comment Sékou Touré crut qu'il allait finir cet homme qui a une envergure énorme. Si aujourd'hui on parle de lui, c'est que sa mémoire est restée. On a beaucoup de témoignages sur l'homme, on va en citer quelques-uns. Certains, il a été reconnu que c'était un homme extrêmement pieux et qui était totalement tourné vers les affaires de religion. C'était un homme qui avait un cœur et une loyauté totale. Il la prêta à Sékou Touré et Sékou Touré en fit usage pour le liquider. Il était d'une honnêteté intellectuelle et d'un sens du service public exemplaire. Certains ont pu dire peut-être qu'il était trop droit pour réussir en politique. C'était peut-être vrai. De toutes les façons, l'histoire retiendra cette pureté-là parce qu'il a été un sacrifice pour que la Guinée puisse émerger du jeu colonial et eux, ils espéraient qu'après le départ des colons, la Guinée allait pouvoir s'engager sur une voie de progrès. Hélas, il n'en fut rien. Sékou Touré lui-même avait énormément peur du prestige de Bari Diawadou. C'est pour ça qu'il chercha à l'amoindrir avant de le liquider. La veille de l'indépendance, parce qu'il savait qu'il n'avait pas appelé à voter pour l'indépendance, sauf quelques semaines, notamment le 25 août 1958, il vint dire à Diawadou, le sort de la Guinée est entre toi, tout dépend de toi. Il avait énormément peur des responsabilités qui allaient venir. Et ensuite, il l'amadoura, Diawadou qui croyait travailler pour la Guinée, Sékou Touré qui travaillait pour lui-même. C'était la rencontre entre un esprit de malin et un esprit intelligent et engagé. Et en général, l'histoire décide dans le court terme, toujours favorablement pour les malins, et tel fut le cas de Bari Diawadou. Et après la mort de Bari Diawadou, Sékou Touré continua l'acharnement qu'il avait contre l'homme. Il fit arrêter le père de Bari Diawadou. Il l'emprisonna et l'Almami, il l'emprisonna à Boufa. L'Almami sera libéré quand
quand son fils sera exécuté, et il décédera une année après, le 30 mars 1970. Donc il a arrêté le fils, il a arrêté le père, il a arrêté le fils aîné. Ensuite, il va arrêter beaucoup de frères de Bari Yaoud parce qu'il est connu que l'Almami de Daboula avait beaucoup d'enfants. Il arrêtera Bari Yaya qu'il va fusiller, Bari Amadou qu'il emprisonnera et qui sera rescapé, Bari Koto Alpha qui sera rescapé, Bari Biro qui sera rescapé et puis il décédera après, Bari Mamadou, Alpha Mamadou Hadi qui sera rescapé, Bari Aliou qui sera emprisonné et rescapé, Bari Baba Alimou qui sera assassiné entre Conakry et Koya, Bari Bassirou qui échappa parce qu'il était il travaillait à l'ONU, à l'OUA avec Diallo Telli et qui sera condamné par contumace, Bari Alpha Ablaye qui était un de ses fils, qui sera détenu et interrogé à l'abbé, Bari Alpha Abdoulaye Ablo qui est son neveu, qui sera emprisonné et sera libéré, Bari Agibou Boub qui vivait à l'abbé, que moi j'ai connu personnellement, qui sera emprisonné et libéré, Babano qui est son gendre, qui est l'époux de sa première fille, qui est sa fille aînée, qui sera arrêté, sera libéré et qui mourra en 2004. Après, il arrêtera le père de ce dernier, Thierno Mamadouba, dont on a parlé ici, et qui sera arrêté en 1970 et sera enterré vivant en 1971 à Cancan. Donc, voilà en gros rapidement présenté l'œuvre, l'homme et la destinée tragique qu'il a eue dans le cadre de l'histoire scabreuse de notre pays. Donc, on ouvre le débat pour que les gens tirent les leçons de ça. Et s'il y a des questions qu'ils ont dans la tête, ils peuvent les apporter. Comme l'a dit M. Abdraman Bari, ils peuvent le faire en français ou en poulard. Et s'il y a des erreurs qui ont été commises, on s'en excuse, on attend des rectifications. Nous vous remercions beaucoup de votre écoute et nous prions le Dieu Tout-Puissant qu'il fasse de leur sacrifice une clé de voûte pour ouvrir le progrès à notre pays éploré. Amen. Merci Bachir. Alors, on va passer la parole maintenant au panel de la Commission centrale. Monsieur Lamine Diallo, si vous nous suivez, alors on passe la parole. Oui, je suis à l'écoute. Donc, je dis d'abord merci à Fréquence Gandal toujours pour l'opportunité de venir ici une fois toutes les 2 semaines faire des exposés sur le passé tragique de la Guinée. Merci Bachir pour cet exposé très brillant. Monsieur Bari, merci pour l'introduction. Donc, comme je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter ici, moi je parlerai toujours du caractère fin et de la dignité de Bari Diawadou. Vous savez, c'est un homme de principe. Parce que quand Sékou Touré a manqué de respect à De Gaulle avec son discours démagogique dans lequel il a dit que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. D'ailleurs, un discours qui était quand même copié du discours en anglais tenu par Nkrumah, qui a été modifié et traduit en français, que Sékou Touré a prononcé comme si c'était du nouveau. Et la France voulait en fait se débarrasser de Sékou Touré. Donc il s'était rendu compte que Corny Gentil les avait dribblés. Et je tiens tout simplement à souligner que Corny Gentil était le gouverneur général de l'AOF. Et donc c'est Corny Gentil qui avait forcé pour que De Gaulle fasse escale en Guinée, sinon la Guinée n'était pas prévue sur son trajet. Donc à la suite de ce discours, les Français voulaient se débarrasser de Sékou Touré. Ils ont proposé à Bari Diawadou de faire de lui le président de la Guinée et de kidnapper Sékou Touré, l'enlever de la Guinée. Donc Bari Diawadou, qui avait donné sa parole, et malgré le fait que des amis très proches à lui sont venus le supplier d'accepter la proposition des Français,
il n'a pas voulu. Il a dit qu'il a donné sa parole à Sékou Touré et que sa parole compte beaucoup pour lui. Donc il a refusé cette offre-là. Et ça a été une tragédie pour la Guinée, à vous dire la vérité, parce que Sékou Touré, comme Bachir l'a montré dans son exposé, a gravi les échelons politiques et est devenu député de la Guinée par le truchement de Corny Gentil, qui était devenu son amant. Donc Corny Gentil aussi, connaissant le niveau de Sékou Touré, se méfiant de Barry Djanwado et de Barry III qui parlaient d'indépendance, donc faciliter l'ascension de Sékou Touré au pouvoir. Et Barry Djanwado a payé ça de sa vie. Sékou Touré, comme on l'a montré dans beaucoup d'exposés, n'a pas d'amis. Pour lui, les gens sont des pions. Comme ça qu'il a liquidé tout adversaire potentiel. Et c'était un homme aussi complexe. Il vit d'abord ses origines très modestes, et ensuite son manque d'éducation. Donc il a vu des ennemis partout. Et son affront aussi à la France l'a terrorisé aussi. Donc il a aussi vu des complots partout. Donc Barry Djanwado a été victime de ça, et très cruellement d'ailleurs, parce que quand on l'a arrêté, quelques temps après, ils sont venus vider sa famille de leur concession. Je crois qu'ils étaient vers quitter là-bas à l'époque, si ma mémoire ne me trompe pas. Donc c'est comme ça que Barry Djanwado a fini ses jours. C'est ça le destin. C'est regrettable, parce que si un homme comme lui avait pris la présidence en Guinée, et je vous assure qu'on n'aurait pas eu cette tragédie qu'on a eue, parce que c'est un homme qui a l'esprit de nation, c'est un homme qui aime l'Afrique, c'est un homme éduqué, et c'est un homme de bonne famille qui est bien élevé. Et donc, ça aurait été une destinée différente pour la Guinée. Mais malheureusement pour nous, nous n'avons pas eu la chance de beaucoup de pays africains. Parce que pour la plupart des pays africains, c'est les gens qui avaient fini William Ponty qui ont gouverné le pays. Mais nous, c'est net en Guinée, et par le truchement de Corny Gentil, et qu'on s'est retrouvé avec un raté de l'école primaire. Un monsieur qui a été envoyé au centre d'apprentissage et qui a été orienté par à menuiserie. Et c'est là-bas qu'on orientait les gens qui performaient le moins au test de placement. Donc c'est ça la Guinée, c'est ça le destin de Barry Djanwado. Moi, les leçons que je tire de tout ça, c'est que nous devons toujours faire très attention à la qualité des individus auxquels nous confions les destinées du pays. C'est très important qu'on ait des garde-fous autour des gens qui deviennent, qui prétendent à la magistrature suprême du pays. Nous devons voir comment ils ont été élevés. Est-ce que c'est des personnes responsables? Est-ce que c'est des personnes qui ont pu au moins s'occuper d'une famille dans leur vie? Ou bien c'est des gens qui ont été élevés dans des familles normales? Et si nous allons ramasser les gens dans la rue et en faire des présidents, comme on a franchement le cas aujourd'hui en Guinée, et voilà, on se retrouve avec une situation difficile, une situation catastrophique d'ailleurs pour la Guinée. Donc c'est ça, c'est ce qui nous est arrivé, c'est ça le sort de Barry Djanwado, et Sékou Touré, et la présidente Sékou Touré a coûté très cher à la Guinée. Il a franchement décimé la classe intellectuelle et la classe des entrepreneurs de ce pays, et il a exilé plus d'un tiers de la population guinéenne. Donc, et jusqu'à présent, nous vivons les conséquences de son règne. Donc, merci encore, Bachir et M. Barry, pour cette présentation, et je vous rends l'antenne. Merci, M. Diallo Thierno Ibrahima. On vous donne la parole. Oui, merci, M. Barry. J'ai suivi tout. C'est Thierno Ibrahima Diallo. Personnellement, je connais personnellement Barry Djanwado, vu que ma famille
très lié à sa famille. D'abord, mon père a épousé une de ses cousines, qui est la fille de sa tante, la sœur de Almami Agibou. Ensuite, mon cousin, colonel Ibrahima Diallo, a épousé une de ses nièces. Alors, celle-là nous a fait beaucoup d'enfants pour mon cousin. Donc, en fait, nous sommes liés, je le connais personnellement. Et mon père était aussi membre de son parti, le BAG. Ça veut dire qu'on ne sait pas pourquoi la Guinée a eu toujours ce sort, un individu comme ça qui devait être le président de la Guinée et illuminer le pays, aider le pays, et la Guinée serait meilleure que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais c'était notre sort, c'est ce que Dieu avait décidé pour nous. Alors, mais ce qui est regrettable, que des individus comme ça, d'une bonne famille comme lui, meurent dans des mains sales, des individus qui n'ont aucune morale, qui ne pensent qu'à commettre des crimes. C'est là vraiment regrettable. Son honnêteté l'a coûté sa vie. Un jour, il est venu à la présidence, il avait le Coran en main. Et Sékou Touré lui a demandé, qu'est-ce que tu as, Jawad? Il dit, c'est le Coran. Il dit, les gens m'ont rapporté que de tout le temps, tu as le Coran en main et que tu n'as jamais lu les tomes. Il dit que, non, alors, tu veux comparer les tomes au Coran? Alors, mais ils ont fini par chahiter. Alors, lorsque les Français lui ont proposé qu'il va devenir le président de la République, ils vont enlever Sékou Touré, il a catégoriquement refusé. Un jour, ils sont en train de déjeuner, lui et Sékou Touré. Il a expliqué le tout à Sékou Touré. Il dit, parce que tu vois, Sékou, les gens là ne nous connaissent pas. Sékou a ri, il a laissé la chaise sur laquelle il était assis. Il s'est assis à terre tellement qu'il a ri aux éclats. Il dit, Jawad, vraiment tu as raison. Les gens là ne nous connaissent pas. Cela veut dire que les gens là ne savent pas que moi je suis un tyran. Je vais te tuer, je vais t'étrangler. Ça, c'est ce que cela voulait dire. Donc, je crois que c'est ce jour il a décidé qu'il va le tuer. Bon, alors, je me rappelle quand on les a arrêtés, personne ne pouvait imaginer qu'il aurait eu le sort qu'il a eu. Et ensuite, selon le témoin, quand lui et Keita Fodeba, alors on les a fusillés ensemble. Avant de les fusiller, Keita Fodeba lui a demandé pardon. Alors, c'était difficile pour lui d'accepter parce que Keita Fodeba les a trahis en suivant Sékou Touré et commettre des crimes. Mais leur sort était commun. Ils devaient mourir ensemble. Alors, il y a même des témoins qui ont remarqué ça. C'était vraiment difficile. Donc, tellement que je suis émotionné, je ne peux pas continuer parce que je connais l'homme, je connais sa famille. Et je sais combien de fois cet homme était pieux. Je connais combien de fois l'homme l'a aimé la Guinée. Et croyez-moi que le BAG, 80% des Malinqués de la Haute-Guinée étaient membres du BAG. Le PDG n'avait presque rien là-bas. C'est après que c'est quoi a pu pénétrer la Haute-Guinée. Sinon, en ce temps, tous les notables de la Haute-Guinée étaient derrière Barry Jawad. Donc, c'est ce que moi je voulais ajouter. Je vous remercie. Je voulais juste ajouter une précision sur
l'exécution de Yawado, c'est Mamadi Keïta, comme je l'ai dit. Et rappelons que Mamadi Keïta, comme l'a dit M. Abdraman, c'est l'un des plus proches idéologues de Sékou Touré. Il a fait des études de philosophie, on a parlé de lui ici en Poulard, on refera l'émission en français. C'est le seul, dans tout leur milieu, que ce soit le clan de Keïta ou le clan de Touré, c'est le seul qui a fait l'université. Et encore, celui qui a fait l'université et qui a fait des études de philosophie et qui a étudié avec Petit Barry, qui nous a donné beaucoup de témoignages sur lui, c'est cet homme-là qui est revenu en Guinée, qui a participé à la destruction de l'enseignement guinéen, parce que de 69 à 84, 15 ans, il était ministre inamovible, et qui a présidé à l'exécution de Diawadou et de Keïta Fodeba. Et quand on a envoyé des rafales sur ces hommes, cet homme a pris son pistolet, il venait renverser les cadavres, il tirait des balles, soit dans l'oreille ou sur le front pour les achever. Donc voilà le régime de ces hommes, si on peut les appeler ainsi. Donc, et qu'on ne cherche pas, les hommes qu'ils ont utilisés, qu'on ne cherche pas des circonstances atténuantes. C'est tous des monstres. Il faut qu'on accepte ça. Qu'on n'a eu que des monstres comme gouvernants dans ce pays et qu'il faut qu'on reparte à zéro. Il ne faut pas qu'on cherche à chercher à faire des gradations dans le mal. Celui-ci est moins mal que l'autre ou bien il est meilleur que l'autre. C'est tous des criminels. Salam. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est très difficile de croire à certaines choses qui sont des réalités. Ce qui s'est passé au camp et comment les gens ont été tués, c'est extrêmement grave. Parce que les gens, à l'époque, ne savaient pas ce qui se passait au camp. Et quand quelqu'un rentrait au camp, à sa sortie, il lui était dit que s'il parlait, on le tuait immédiatement. Donc ce n'était pas quelque chose qui pouvait attendre, c'est-à-dire qu'on lavait le cerveau de la personne. Et quand il sortait, il ne pouvait rien dire. Même après 84, les gens n'ont accepté de parler que quand ils ont été certains que Sékou était réellement mort et que le camp Boiro avait été ouvert. C'est-à-dire les rescapés qui étaient sortis avant. Donc c'est comme pour dire que l'affaire du camp Boiro, quoi que l'on dise, il y a des choses qui restent inimaginables. C'est grâce à Kaba 43 qu'on a su comment des gens ont été exécutés, surtout Bari Yabadou et autres. Quant à Fodeba, comme vous le saviez, c'est lui qui est le père du camp Boiro, mais il ne savait pas qu'il allait finir là. Et c'est ce que le docteur Bari avait expliqué l'autre jour, quand j'ai passé cette séquence. Il dit que Siaka lui-même a eu à dire qu'il faut faire attention et que eux aussi peuvent passer par là. C'était prémonitoire, il est passé par là et les gardes qui étaient là lui en voulaient tellement. Malgré que sa jambe soit cassée, ils l'ont attaché comme ils attachent les autres avant de le jeter dans le camion pour aller les tuer et les enterrer. Là où vous le savez, sous le mont à Kindia, où ils enterraient les gens vivants, même quelquefois. Alors, c'est ça la réalité. Il est difficile de dire les choses telles qu'elles sont. Et les témoignages existent, mais les gens toujours qui exécutaient les gens, il y en a qui sont vivants encore. Et puisque l'histoire en Guinée est tout autre, nous remercions Portavi Bantal de revenir sur les faits et de les expliquer tels qu'ils sont, telle qu'est l'histoire de la Guinée. Il ne faut pas que les gens pensent que ce que raconte, c'est ce que dit Portavi Bantal, que c'est de l'histoire imaginée. Non, c'est une réalité.
Tout ce qui est dit là, c'est des réalités. Et c'est ça la vraie histoire de la Guinée. La vraie histoire récente de la Guinée. Il faut que nos enfants le sachent. Il faut que tout le monde le sache. Et quand le jeune là vient dire que c'est parce qu'il ne connaît pas Lansana Conté est pire que certains, parce qu'il faisait partie de la garde rapprochée de Sékou dans l'exécution de ces basses maisons. Combien de personnes il a tué à la frontière de Guinée-Bissau? Il donnait l'ordre de tuer les gens. Quand on arrêtait les gens, on les tuait et on prenait leurs bœufs et autres. Tous ces ou bien les gens avaient leur baluchon, il y avait un peu d'argent là-dedans, on les tuait et puis il était assis, il avait sa boisson à côté, boisson alcoolisée, il s'en fout. Les gens savent ce qui s'était passé. Alors qu'on ne nous dise pas ici des sottises que Lansana Conté a été un homme bien, chose. C'est l'ennemi même principal des Peuls. Il utilisait les Peuls, mais il n'aimait pas les Peuls. C'est ce que je pouvais ajouter. Ouais. On va prendre un auditeur. J'espère que lui. Alors, Ndiaram. Min kumpala landa golondong. Wano siya kature grupu mabe benya wano si waraka be nangatumbe wara. Il faut répondre, parce qu'il faut traduire. D'accord. La question, il a remercié le panel pour le travail. Et ensuite, il a dit si les Siaka Touré avaient été jugés avant d'être exécutés. La réponse est non. Malheureusement, parce que... Et la raison est que, justement pour revenir à Lansana Conté, ce sont les gens qu'ils utilisaient pour tuer les autres qui ont repris leur place. Donc ils ne voulaient pas qu'on sache la vérité. Si c'était des hommes droits, ils auraient organisé des procès et la vérité serait sortie de ça, parce que ça, on aurait documenté les faits, les témoignages seraient sortis, la Guinée serait sortie de l'ombre de cette terreur. Mais elle continue toujours cette ombre sur nous. Donc c'est réellement dommage que par méconnaissance, et c'est ce qu'on cherche à combler ici. Il ne faut pas que les gens s'offusquent quand on les arrête et qu'on leur dise que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Il faut qu'ils comprennent que c'est un travail d'éducation qu'on mène ici. Ce n'est pas fait pour rabrouer quelqu'un, mais quand quelqu'un vient ici dire des faits qui sont dangereux pour la mémoire collective de la nation, on ne peut pas laisser passer ça. Et effectivement, on pourra, avec le travail qu'on cherche, on cherchera des documentations pour définir qui est Lansana Conté, quel a été son rôle dans l'histoire néfaste du PDG. Donc, musidɗo haray ko firgol komi jaabol ko moɗama ko ka nani e français a faami. Non, mes familles, moi, j'ai bien compris. Donc, je voulais seulement savoir si il y a eu des gens qu'on a jugés après la mort de Sékou Touré ou bien ils ont tous été exécutés comme ça, comme ils faisaient aussi. Juste les principaux ont été, dès après la tentative de coup de Yara en juillet 85, ils les ont tous exécutés. Et le jour-là où on a exécuté 35 personnes, parmi les 35, il y avait 34 malinqués proches de la famille de Sékou Touré. C'est pour vous dire le clan familial, que des malinqués ou bien d'autres Guinéens ne comprennent pas, disent que c'est un régime malinqué. C'était pas un régime malinqué, c'était un régime de clan familial, c'était une mafia familiale qui a pris et qui utilisait la notion d'ethnie pour diviser les Guinéens. Il faut qu'on comprenne ça très bien. C'était pas les malinqués, c'était le clan Touré et le clan Keïta qui ont exécuté principalement ces sales besoins en utilisant d'autres Guinéens. Merci. Alors, merci. Non. J'aimerais un peu rajouter, parce que sa question est précise, si on les avait jugés avant de les exécuter. On ne les a pas jugés à ce qu'on sache, en ce qu'on appelle normalement un jugement, où la personne est présente dans une cour de justice, avec peut-être un avocat ou sans avocat, avec un juge et avec un procureur qui l'accuse du crime, et qu'il ait la possibilité, et que la personne ait la possibilité de se défendre. C'est ça un jugement. Et malheureusement, le régime de Sékou Touré a créé un précédent en Guinée. C'est-à-dire qu'on arrête des gens et qu'on les exécute et qu'on les condamne sans qu'ils n'aient la chance d'apparaître devant les gens qui les accusent dans une cour de justice.
normal. Ça ne s'est pas passé sous le régime de Sékou Touré. Donc, les gens là, qui ont hérité, qui ont renversé son système, n'oublions pas qui ils étaient. Diarra Traoré, était colonel de l'armée guinéenne, et sous Sékou Touré, a été élevé dans la famille de Moussa Diakité, si ma mémoire me sert bien. Hein? Il a été membre du comité central. Membre du comité central, c'était un sergent, et c'est lui qui faisait partie des gens qui exécutaient les gens. Bachir vient de mentionner qu'il avait demandé qu'on lui fasse la faveur de mettre la corde au cou de Barry III, quand on les a pendus au pont du 8 novembre. Donc, ce sont ces gens-là, et Lansana Conté était le garde du corps de Sékou Touré. Donc, ce sont ces gens-là qui avaient appris à exécuter des gens qui n'ont pas été jugés. C'est eux qui ont pris le pouvoir. C'est eux qui ont renversé le régime, ce qui restait du régime de Sékou Touré après sa mort. C'est eux qui ont mis en prison, jeté en prison les familles de Sékou Touré, les familles régnantes du clan familial de Sékou Touré. Hein? Alors, donc quand il y a eu le conflit entre Diarra et Lansana Conté, comme cela s'est passé dans beaucoup de pays où il y a eu des coups d'État, c'est-à-dire que la première personne et la deuxième personne rentrent en conflit pour une raison ou pour une autre, pour une question de pouvoir, et l'une des personnes liquide l'autre. Hein? Ça s'est passé au Niger, ça s'est passé au Bénin, ça s'est passé au Mali, c'est comme ça les coups d'État. Donc quand il y a eu l'affaire de 85, et Diarra Traoré a tenté de prendre le pouvoir, et Lansana Conté, le groupe de Lansana Conté l'a vaincu, ils les ont exécutés sans les juger. C'est ce qui s'est passé, mais c'est parce que c'est le précédent qu'ils ont créé là-bas. Nous, ce que nous aurions souhaité, et ce que nous souhaitons toujours, c'est que toute la lumière soit faite sur ces événements-là, pour qu'au moins, on sache ce qui s'est passé là-bas. Qu'on arrête d'arrêter les gens. Est-ce que je peux poser une autre question encore? Alors, vas-y. Voilà. Parmi vous, qui connaissez Bakary Sako lorsqu'ils ont pris le pouvoir avec Lansana Conté? Il était vers Dibreka là. Lui aussi, il faisait partie des coups d'État de Diarra ou bien? Parce que depuis lors, il a disparu comme ça. Donc moi, je n'ai jamais entendu parler de lui, quoi. Moi, je peux répondre un peu. C'était un ami très intime de mon frère, qui était son directeur de cabinet quand ils l'ont arrêté. Et ils ont fait, comme Lamine l'a dit, ils ont fait la razzia, tous les malinqués dont ils pouvaient dire que ces gens-là sont un peu capables, ils l'ont éliminé pour rester seul maître au pouvoir, comme Sékou Touré l'avait fait. Donc, il y a moi, mon frère, qui le connaît très bien, qui est un ami, je ne peux pas dire que son jugement est impartial, il a carrément dit que Sako n'était pas un homme qui aimait d'abord les régimes de Sékou Touré, ni le groupe qui avait voulu, les Diarra. Donc, ça, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne le connais pas pour répondre, c'est la seule réponse que je peux apporter ici aujourd'hui. En tout cas, la raison pour laquelle j'ai demandé de lui, moi j'étais très petit lorsqu'ils ont pris des pouvoirs, mais je le connaissais quand même. Il était un homme vraiment très gentil. Nous-mêmes, nous les enfants, on partait chez lui. Il était vraiment quelqu'un qui est très gentil. Donc, je me souviens des fois, je me demande qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. Non, c'est pour ça qu'on est... Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui était méchant, quoi. Oui, je peux répondre. A dit, on ne cherche pas le caractère des gens. Quand tu rencontrais Siaka Touré avec sa petite voix de femme, tu croyais que c'est l'homme, c'est un ange, d'accord? Mais cherchons les faits. Je te donne un témoignage qu'on m'a donné de la part d'un ami qui est mon frère, qui lui-même a soutenu ce que tu dis. Mais les recherches, plus on fait des recherches, plus on demande, plus on trouvera la vraie vérité.